Imaginez le son. Un souffle court, saccadé, presque animal, qui résonne dans l'habitacle exigu d'une voiture verrouillée de l'intérieur. La buée se forme sur la vitre glacée. Nous sommes quelque part à Khabarovsk, à 7 heures de vol interminable des couloirs dorés et chaleureux de Moscou. L'homme derrière le volant porte un uniforme militaire, mais l'expression sur son visage n'est pas celle d'un guerrier prêt à défendre sa patrie. Ce n'est même pas de la peur au sens classique du terme. C'est le regard vide et terrifiant de l'impuissance absolue, le visage d'un être humain qui a compris qu'il a été broyé par les rouages d'un système aveugle. Il tient son téléphone d'une main tremblante et commence à enregistrer ce qui ressemble à s'y méprendre à un testament numérique. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que c'est une énième vidéo de propagande ou un cas isolé, mais écoutez bien ces mots. Il explique qu'il a été forcé de signer un contrat avec les forces armées russes le 6 février 2026, sous la pression morale et les menaces de violence physique de la part d'un lieutenant-colonel et d'un major. Il dit qu'ils ont subi des humiliations et des menaces de mort, qu'ils sont des conscrits de ce 65e régiment du génie et qu'ils refusent catégoriquement de se battre sous contrat. Il affirme que si un contrat portant sa signature apparaît un jour, ce sera un faux ou un document signé sous la contrainte. Et c'est là que le sang se glace dans nos veines. Ce soldat inaugure une nouvelle tendance terrifiante dans l'armée russe, ce qu'on appelle les vidéos de pré-refus. Des soldats qui se filment pour prouver au monde qu'ils sont encore en vie et qu'ils refusent d'aller à la guerre, anticipant les fausses signatures de leurs propres commandants. On lui a montré des vidéos de soldats qui ont été éliminés, on a tiré des coups de feu juste à côté de son oreille, et on lui a hurlé de signer ou de mourir. Honnêtement, même moi, qui ai passé des années à analyser les bas-fonds de la politique internationale, j'ai du mal à concevoir l'horreur clinique de cette scène. Ce n'est plus de la discipline militaire, cela ressemble aux techniques d'interrogatoire d'une organisation criminelle illégale. Et tout cela révèle que le protocole d'assaut du Kremlin n'est rien d'autre qu'un protocole de suicide. Mais je vous pose la question. Face à cette image d'un homme brisé dans une voiture froide avant même d'avoir vu le champ de bataille, que se passe-t-il dans l'esprit et l'âme d'un citoyen quand l'institution même censée le protéger, sa propre armée, lui pointe une arme sur la tempe et devient son bourreau le plus intime? Honnêtement, cela me fascine et me terrifie à la fois de voir comment le pouvoir absolu finit toujours par dévorer ses propres enfants. C'est une leçon que l'histoire ne cesse de nous répéter, mais que nous semblons condamnés à oublier. La vraie nature du pouvoir et de la manipulation ne réside pas dans les grands discours télévisés ou les défilés militaires grandioses. Elle se cache dans ces moments de silence pesant, dans l'intimité d'une voiture garée, où l'État dépouille un individu de son libre arbitre. Quand la confiance entre un citoyen et son gouvernement est non seulement rompue, mais pervertie, au point que la loyauté est extorquée sous la menace d'une balle dans la tête, le contrat social n'est plus simplement annulé. Il est inversé. L'État devient un prédateur et le citoyen devient une proie. Et la vérité fondamentale que nous devons tous retenir, dans nos propres vies et nos propres démocraties, c'est qu'un système qui a besoin de terroriser ses propres défenseurs pour survivre a déjà secrètement prononcé sa propre condamnation à mort. Et cette condamnation, on en voit les preuves s'accumuler chaque jour qui passe. Pendant des mois, le ministère russe de la Défense a raconté au monde entier ce conte de fées hallucinant, selon lequel 30 000 volontaires rejoignaient l'armée chaque mois. Mais si c'était vrai, pourquoi cet ingénieur à Khabarovsk est-il torturé psychologiquement pour signer un bout de papier? La vérité, crue, brutale et impossible à cacher, c'est qu'il n'y a plus de volontaires. Les ressources humaines de la Russie sont asséchées. Les récits patriotiques et les musiques militaires ne fonctionnent plus sur une population qui voit ses fils revenir dans des sacs en plastique. Rien qu'en 2025, le taux de recrutement de l'armée a chuté de 6%. Et croyez-moi, ce chiffre officiel est largement embelli. La chute réelle est probablement dramatique au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce soldat dans la vidéo n'est qu'une victime silencieuse parmi des milliers d'autres au sein de l'unité 51426. Des milliers d'hommes envoyés dans les champs de boue de l'Est de l'Ukraine, sans même que leurs familles ne soient informées. C'est là que le drame des mères et des épouses russes entre en jeu, comme ces femmes de la 14e division de missiles qui prennent la parole, le visage rongé par l'angoisse. Ce à quoi nous assistons n'a plus rien à voir avec un service militaire obligatoire. Le vrai nom de ce système, c'est le trafic d'êtres humains parrainé par l'État. Et cette réalité change absolument tout sur le terrain, car un homme forcé de se rendre au front ne se bat pas. Il essaye simplement de survivre, ou de s'enfuir à la première occasion qui se présente. Mais il n'y a pas que les soldats de base qui craquent. L'effondrement contamine les sphères les plus insoupçonnées. Prenez Igor Gleman, par exemple. Ce n'est pas un dissident, ce n'est pas un opposant pro-occidental. C'est un blogueur Z,
une figure nationaliste pro-guerre qui a passé sa vie à défendre l'impérialisme russe. Issu de la base la plus fidèle de Poutine, cet homme s'est lui aussi filmé dans sa voiture dernièrement. Mais il ne parlait pas de gloire ou de victoire, il parlait d'une honte insoutenable. Il nous frappe en plein visage avec la réalité de l'économie et de la logistique russe, affirmant que les fonds sont totalement épuisés. Il nous demande de faire une pause et de réfléchir au fait que la plus grande puissance nucléaire du monde, un empire qui se vante de posséder des missiles supersoniques, est incapable d'acheter des sous-vêtements pour ses propres soldats. 500 restaurants ont fermé leurs portes à Moscou, les entreprises font faillite, et ces riches hommes d'affaires qui approvisionnaient autrefois l'armée en carburant diesel ne répondent même plus au téléphone parce qu'ils n'ont tout simplement plus d'argent à donner. La prédiction de Gleeman était glaçante. D'ici la fin de l'année, nous serons complètement ruinés. Nous nous écraserons lourdement. D'un côté, on a un ingénieur contraint par des menaces de mort dans le grand froid. De l'autre, un nationaliste moscovite qui hurle que les soldats n'ont plus de slip. C'est le vrai portrait de l'armée russe en 2026. Alors, quand les fondations même d'un empire pourrissent de l'intérieur de manière aussi pitoyable, de la ligne de front jusqu'aux sous-vêtements manquants de l'infanterie, jusqu'à quand la façade d'invincibilité de l'État peut-elle encore tenir debout avant de s'effondrer sur elle-même sous le poids de sa propre corruption ? L'effondrement ne commence jamais par une grande explosion spectaculaire. C'est une vérité psychologique profonde que nous devons intégrer. Il commence toujours par les petites choses, par l'absence d'une paire de chaussettes sèches, par le silence d'un téléphone qui sonne dans le vide, par un morceau de papier signé avec une main qui tremble. Nous avons souvent cette vision romantique de la politique et des empires, croyant qu'ils sont détruits par de grands mouvements tectoniques de l'histoire ou par des batailles épiques. Mais la réalité de la corruption, c'est qu'elle agit comme des termites dans la charpente de la société. Elle dévore la réalité quotidienne. Quand les dirigeants perdent le contact avec les besoins fondamentaux de leurs citoyens au profit d'illusions de grandeur géopolitique, ils ne font pas qu'une erreur de gestion. Ils brisent la dignité humaine. Et une société à qui l'on vole sa dignité ne se rebelle pas toujours avec des armes. Parfois, elle s'effondre de fatigue. C'est une leçon vitale sur l'intégrité. Aucun objectif grandiose, ni dans la politique mondiale, ni dans nos vies personnelles, ne peut être soutenu si les détails les plus basiques et les plus humbles de notre existence sont rongés par le mensonge et le vol. Et ce mensonge, cette dégradation quotidienne, finit par se manifester d'une manière que personne n'aurait pu anticiper sur le champ de bataille. Je veux que vous fermiez les yeux une seconde et que vous vous transportiez dans la région de Soumy, à la périphérie de Kindrativka. Nous sommes sur la ligne de front ukrainienne. Le ciel est gris, l'air est lourd de l'odeur de la poudre et de la terre retournée. Au-dessus, un drone ukrainien appartenant à la brigade mécanisée plane silencieusement dans les airs. En bas, il y a un groupe de soldats russes. Sous des circonstances normales, avec n'importe quelle autre armée de l'histoire, ces hommes ouvriraient le feu. Mais ils ne font rien. Soudain, une voix mécanique et glaciale s'élève du haut-parleur attaché au drone, ordonnant la reddition. Ce sont des opérateurs ukrainiens, qui se font appeler Mountain Man et Surgeon, qui parlent depuis le ciel. Et là, sous l'œil de la petite caméra, se déroule une scène d'une tristesse et d'une absurdité absolue. Ces soldats de la superpuissance russe, ces hommes que la propagande décrit comme des titans invincibles, obéissent aux instructions d'un appareil en plastique avec des hélices qui ressemblent à un jouet d'enfant. 2 d'entre eux lèvent les mains en l'air. Puis, ils se tournent vers leurs camarades et réussissent à convaincre 3 autres hommes de les rejoindre. Ils se disent qu'il n'y a pas d'autre issue. Cette image entrera dans l'histoire de la guerre moderne comme le symbole ultime du désespoir. Une armée équipée de chars, de canons et d'avions qui capitule face à un bout de plastique bruyant. Pourquoi ? Parce que, comme l'a hurlé Gleeman depuis sa voiture, ces hommes n'ont même pas de chaussettes sèches aux pieds. Leur désir de se battre est à zéro, leur loyauté est à zéro, leur espoir est totalement mort. Voilà le vrai visage des soi-disant 422 000 nouveaux soldats sous contrat que le Kremlin a promis pour la fin de l'année 2025. Sur le papier, c'est un rouleau compresseur. Sur le terrain, c'est une foule affamée, démoralisée et terrifiée, prête à se rendre à la première voie mécanique venue du ciel. Le président ukrainien Zelensky a posé un calcul mathématique terrifiant récemment sur France Télévisions. Il a expliqué que pour prendre le contrôle total du Donbass, la Russie aurait besoin de 2 années supplémentaires, mais que le vrai coup n'était pas le temps. Le vrai coup, c'est qu'il faudra sacrifier 800 000 soldats russes supplémentaires. 800 000. Essayez de visualiser ce chiffre dans votre esprit. C'est comme si l'on effaçait de la surface de la Terre toute la population d'une ville comme Amsterdam, Valence ou Seattle, juste pour conquérir quelques villes en ruine dans le Donbass. Actuellement, selon un rapport du secrétaire d'État britannique à la Défense, John Healey, la Russie perd entre 20 000 et 30 000 hommes par mois, des pertes 25 fois supérieures à celles de l'Ukraine dans certains secteurs.
Nous ne parlons plus d'une guerre traditionnelle, nous sommes face à un cas clinique d'annihilation militaire et industrielle d'une jeunesse entière. Et pourquoi ? Pour avancer de 1,4% sur le territoire ukrainien en 2024 et 2025, un rythme de progression encore plus pathétique que celui de la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale. Avec un bilan estimé à 1,2 million de victimes, soit 17 fois les pertes soviétiques en Afghanistan, on est en droit de se demander, face à cette annihilation industrielle de toute une génération, que se passe-t-il quand la machine de guerre exige un sang humain qui n'existe tout simplement plus ? C'est la tragédie ultime de la responsabilité civique et de la gouvernance, et c'est un avertissement pour toutes les nations de la Terre. Quand les dirigeants commencent à considérer leurs citoyens non plus comme des individus dotés de droits, de rêves et de familles, mais comme des simples ressources, comme du bois à brûler dans la chaudière de leurs ambitions personnelles, le contrat social vole en éclats. La mathématique de la guerre est une arithmétique de la souffrance pure. 800 000 vies balayées, ce ne sont pas des statistiques. Ce sont des pères qui ne rentreront jamais, des chaises vides autour de la table, des traumatismes générationnels qui hanteront un pays pendant un siècle. Le véritable patriotisme ne consiste jamais à envoyer ses enfants mourir dans la boue pour des guerres de conquête absurdes. La responsabilité d'un leader, la véritable noblesse du pouvoir, c'est de protéger la vie de son peuple à tout prix. Et lorsque nous, en tant que citoyens, où que nous soyons, laissons nos dirigeants déshumaniser la vie humaine au point d'en faire une simple variable d'ajustement, nous devenons complices de notre propre destruction. Et cette destruction, elle ne se limite pas aux plaines gelées de l'Ukraine. Détournons notre regard du front un instant et marchons dans les rues de Moscou. Poussons les lourdes portes du bâtiment gris de la Banque centrale de Russie. C'est là que se livre une bataille silencieuse mais tout aussi féroce, dirigée par des économistes en costume, ce que l'Occident appelle la bouée de sauvetage de Poutine. Mais à l'intérieur de ces murs, l'atmosphère est suffocante. L'économie russe est décrite aujourd'hui comme une voiture roulant à tombeau ouvert, avec son moteur littéralement en feu. Les taux d'intérêt ont explosé pour atteindre un niveau ahurissant de 21%. Imaginez un peu. Aux États-Unis ou en Europe, quand les taux frôlent les 5%, les journaux parlent de crise existentielle. En Russie, 21% est devenu la nouvelle normalité. Et certains murmurent que cela pourrait monter à 23 ou 25%. Ce ne sont pas les chiffres d'une économie qui respire, qui produit et qui investit. C'est le hurlement d'une structure économique au bord de l'asphyxie, empoisonnée par les exigences de la guerre. Et le plus fou dans tout ça, c'est que l'inflation n'est même pas due à une demande excessive. Elle est due au fait qu'il n'y a physiquement plus personne pour travailler. Les 800 000 hommes dont Poutine a besoin, d'où croyez-vous qu'il les tire ? Des usines, des champs de blé, des chantiers de construction. L'État arrache sa force de travail et l'envoie se faire déchiqueter sur le front. Et le résultat de cette politique suicidaire a donné naissance à la crise la plus ironique et la plus humiliante de l'histoire moderne. La crise du beurre. Oui, vous m'avez bien entendu. Le pays qui menace d'atomiser la planète avec ses ogives nucléaires a commencé, à la fin de 2025, à enfermer les plaquettes de beurre dans des vitrines sécurisées dans les supermarchés, parce que son prix a bondi de plus de 25% en un an. Pour ceux qui se souviennent de la chute de l'Union soviétique, ce détail est tout sauf anecdotique. C'est l'odeur du sapin. Un empire ne tombe jamais parce qu'il n'a plus de missiles de croisière, il meurt quand ses citoyens ne peuvent plus tartiner un morceau de pain le matin. Poutine pensait avoir résolu le célèbre dilemme du beurre et des canons, mais il a choisi les canons, et le beurre a disparu. Alors, dans ce chaos économique et moral, que font les généraux ? Ils partent en prison. Les années 2024 et 2025 ont vu la purge la plus massive de l'histoire du ministère de la Défense, balayant des figures comme Yuri Kuznetsov et Vadim Chamarin, qui étaient le cerveau, le portefeuille et le réseau de communication de l'armée. Poutine les accuse de corruption, ce qui est le comble de l'ironie dans un système où la corruption n'est pas un accident, mais la fondation même de la loyauté. S'ils sont arrêtés, ce n'est pas parce qu'ils ont volé, c'est parce qu'ils n'ont pas livré la victoire qu'ils avaient promise en échange de ce qu'ils ont volé. Poutine traque les traîtres parce qu'il est incapable de se regarder dans un miroir. Et sur le terrain, cette paranoïa crée une paralysie totale. Un général sur le front sait que s'il recule, il est un lâche. S'il attaque et échoue, il est un saboteur et part au goulag. Résultat, personne ne prend de décision. Pendant ce temps, l'Ukraine déploie des essaims de drones dotés d'intelligence artificielle qui chassent les convois russes blindés, affublés de ces cages métalliques ridicules qu'on appelle les chars tortues. Des cercueils roulants aveugles, dignes des années 1950, broyés par la technologie de 2025. Les pertes visuellement confirmées ont dépassé les 3000 chars, obligeant la Russie à sortir des T-62 des années 60 de leurs entrepôts. Face à ce décalage temporel hallucinant,
Quand la peur fige chaque décision et que la paranoïa remplace la stratégie tactique? Que fait un dictateur lorsque le silence assourdissant de son propre peuple devient la seule vérité qu'il ne peut plus ignorer? La paranoïa est le poison silencieux du pouvoir absolu. C'est une dynamique psychologique effrayante à observer. Quand un dirigeant élimine toute critique, s'entoure uniquement de béni-oui-oui et gouverne par la terreur, il construit sa propre prison mentale. Il crée une chambre d'écho où la seule voix qu'il entend est le reflet de ses propres illusions. La stratégie militaire, comme toute entreprise humaine complexe, nécessite de la vérité, de la transparence et la liberté de reconnaître ses erreurs pour s'adapter. Mais dans un système où l'erreur est punie de prison ou de mort, l'innovation meurt. La vérité devient la chose la plus dangereuse à prononcer. C'est pourquoi les dictatures semblent souvent très fortes de l'extérieur, monolithiques et intouchables, mais sont en réalité extrêmement fragiles de l'intérieur. Parce qu'un système basé sur la peur ne peut pas apprendre, il ne peut pas évoluer. Et dans nos propres vies, cela nous rappelle une leçon précieuse. S'entourer de gens qui osent nous dire nos 4 vérités n'est pas une faiblesse. C'est la seule garantie de notre survie et de notre croissance. Nous sommes donc arrivés à ce point de bascule, ce moment où l'histoire bégait de la manière la plus cruelle qui soit. Les historiens se posent toujours la question de savoir ce que fait un despote quand son armée refuse de combattre. En 1917, le tsar Nicolas pensait que ses troupes lui étaient encore dévouées. Mais en l'espace de quelques jours, les soldats du front ont jeté leurs fusils dans la boue et sont rentrés chez eux. Les scènes auxquelles nous assistons aujourd'hui, avec ces hommes qui se rendent à des haut-parleurs volants, sont la réincarnation parfaite de 1917. Les soldats russes ne se battent plus pour gagner l'Ukraine, ils sont entrés en résistance passive contre le Kremlin. Chaque contrat extorqué dans une voiture froide à Khabarovsk est un bâton de dynamite glissé sous les fondations de Moscou. Bien sûr, l'Occident a souvent tort de sous-estimer la résilience du peuple russe. Ils sont capables d'encaisser des niveaux de souffrance que nous peinons à imaginer. Mais aucune société, aucun être humain ne peut supporter une équation mathématique dont le résultat est infiniment faux. La stratégie actuelle de Poutine ressemble à celle d'un joueur compulsif qui jette ses derniers jetons sur la table du casino, pariant non pas sur sa propre force, mais sur l'épuisement des Occidentaux à Washington, Paris ou Berlin. Il a oublié une règle fondamentale. Les guerres ne se perdent pas seulement dans les tranchées. Elles se perdent le jour où un citoyen se réveille, regarde son portefeuille rempli de billets sans valeur, regarde la photo de son fils mort pour rien et réalise que son leader lui a menti depuis le début. La Russie court vers ce précipice à une vitesse vertigineuse. Poutine ne sera probablement pas vaincu par une armée étrangère défilant sur la place rouge. Il est en train de s'effriter de l'intérieur. Depuis cette voiture gelée, depuis les cuisines de ces restaurants moscovites en faillite, le fait qu'ils doivent faire appel à des soldats nord-coréens prouve que son propre sang ne veut plus couler pour lui. Son trône n'est plus qu'une chaise bancale posée sur le dos de 800 000 cadavres en devenir, et ce sont ses propres officiers qui en sciant les pieds. Le soldat de Khabarovsk l'a dit, l'ère des bonnes nouvelles pour le Kremlin est terminée, l'heure des comptes approche. Ces vidéos, ces aveux, ces cris de désespoir sont les pièces d'un puzzle macabre qui révèle un géant rouillé s'effondrant sous son propre poids. Le changement en Russie ne vient jamais doucement. Il arrive lentement, très lentement, et puis soudainement, tout bascule. Nous avons épuisé la phase lente de cette tragédie. Le « soudainement » est probablement en train de frapper à la porte. En fin de compte, que nous enseignent ces événements tragiques, ces chiffres effarants et ces vides brisés, si ce n'est une vérité universelle sur la nature humaine. Nous voyons que les mensonges, même s'ils sont soutenus par l'appareil d'État le plus répressif du monde, ont une date d'expiration. La réalité physique du froid, de la faim, du deuil et de la peur finit toujours par percer le brouillard de la propagande. L'effondrement que nous observons n'est pas seulement politique ou militaire, il est moral. C'est l'illustration bouleversante que la force brute, dénuée de sens, d'empathie et de vérité, finit toujours par se consumer elle-même. Pour nous qui observons tout cela depuis le confort de la paix, c'est un rappel brutal de la fragilité de nos propres institutions et de l'importance vitale de la vérité dans l'espace public. Car lorsque nous tolérons que la vérité soit tordue, manipulée ou ignorée au nom de la sécurité ou du patriotisme, nous posons la première pierre de notre propre prison. Et si cette histoire nous prouve une chose, c'est que la liberté et la dignité ne sont jamais des acquis éternels. Elles exigent une vigilance de tous les instants. Gardez un œil sur la bourse de Moscou. Gardez un œil sur ces minuscules caméras de drones planant au-dessus des ruines. Car c'est là, dans les frémissements des chiffres et dans le regard terrorisé d'un homme face à l'absurdité absolue, que s'écrit la véritable, l'implacable histoire de notre temps.